Se refaire le corps est une idée très ancienne, de même que notre désir de se libérer de ses limites, par exemple en acquérant des qualités animales, comme le pouvoir de voler. En fait, tout au long de l'histoire, les êtres humains ont refait leur corps ou ceux des autres. Marques sur le visage, crânes allongés, musculation ou tatouages. L'enjeu était de s'identifier à des groupes, de projeter un pouvoir personnel ou collectif, de s'embellir. Les corps sont aussi des textes où les différents régimes de pouvoir ont inscrit leurs prescriptions. Point de rencontre entre l'humain et le non-humain, le corps a été un puissant moyen d'expression de nous-mêmes et un objet vulnérable subissant toutes sortes de violences. Ainsi, nos corps portent la marque des douleurs et des joies que nous avons vécues, des luttes que nous avons menées. À livre ouvert, les corps parlent d'oppression et de révolte. Jamais auparavant, la possibilité de transformer nos corps à loisir n'avait été si près de se réaliser, et jamais elle n'avait cristallisé un tel désir. Qu'on court dans un parc le matin, qu'on aille à la salle de gym le soir, on a l'impression d'un mouvement de masse, qui suscite un genre de passion réservé jadis aux réunions politiques. Des hordes de gens emplissent tous les jours les parcs, courent en groupe, à deux, tout seuls, font du vélo ou marchent. Simultanément, les salles de gym ont transformé le paysage urbain, avec leurs machines métalliques impressionnantes, leurs corps suants, de plus en plus recouverts de tatouages, qui forment parfois presque une deuxième peau. Et ceci n'est qu'une partie, la part low-tech de cette fabrique des corps. Au niveau high-tech, nous avons plus encore le sentiment d'entrer dans une ère nouvelle. Grâce aux nouvelles technologies reproductives, les femmes peuvent étendre l'âge où elles sont fécondes, avoir des enfants après la ménopause ou déléguer à d'autres femmes la tâche de procréer leurs enfants. Avec les transformations génétiques, encore au stade expérimental, les médecins promettent d'éliminer à la naissance les gènes susceptibles de provoquer des maladies futures. L'implantation de micropuces annonce un nouveau monde de super-hommes et de super-femmes qui secourront la main pour ouvrir leur voiture ou rentrer dans des immeubles et qui porteront leurs données d'identification personnelle sur leur propre corps. Dotés de pouvoirs autrefois du domaine de la mythologie, les chirurgiens peuvent opérer des changements de genre, quand des scientifiques plus audacieux imaginent un monde où le corps ne sera plus qu'une relique, transcendé, évacué, et où nos cerveaux seront relocalisés dans de moins périssables circuits électroniques. Pendant ce temps, les opérations de chirurgie plastique et esthétique atteignent un niveau jamais atteint. Et ce sont surtout les femmes qui y ont recours. On refait des millions de nez, de lèvres, de seins, même des vagins. On enlève les rides du front, et cela ne fait qu'augmenter. Que signifie la popularité actuelle de ces manières de se refaire le corps? Qu'est-ce que cela nous apprend sur les changements qui touchent la manière dont nous considérons notre corps? Et quelles politiques du corps correspondent à ce phénomène? À l'évidence, se refaire le corps correspond aux besoins et aux désirs de bien des gens. Dans un monde où nous trouvons compétition et dévalorisation à tous les coins de rue, se refaire le corps apparaît comme un moyen d'auto-valorisation. Se refaire est aussi une nécessité dans un contexte où on peut de moins en moins se tourner vers la famille et le système de santé pour répondre aux crises que connaît notre corps. Conscient du coût social et financier de nos maladies et du fait que plus personne n'est là pour nous, depuis que les parents, les amoureux, les amis sont débordés et tout près de craquer, nous faisons des régimes, du jogging, du vélo, rejoignons des clubs de fitness, méditons. On nous dit que c'est de notre faute si nous tombons malades. Les médecins ne nous demandent pas si nous vivons près d'une décharge de produits chimiques ou si nous avons des problèmes d'argent, mais combien d'alcool nous buvons, combien de cigarettes nous fumons, combien de kilomètres nous courons. La pression sociale est aussi un facteur. Bien qu'aucun contrat ne le stipule, être en bonne santé, avoir bonne mine est désormais exigé à mots couverts pour travailler, et ce sera un bon point pour nous que nous ayons un entretien d'embauche ou un rendez-vous amoureux. La nécessité, cependant, n'est qu'un aspect de l'engouement actuel pour ces manières de se refaire le corps. Le désir est encore plus important. Aussi pénible et coûteuse soit-elle, la chirurgie esthétique, les thérapies médicamenteuses et d'autres formes d'intervention sur le corps semblent plus prometteuses comme solution, pour ceux qui peuvent se les permettre, que d'attendre l'arrivée d'une société égalitaire où l'apparence ne comptera plus. D'autre part, à bien des égards, se refaire le corps est problématique d'un point de vue politique.
Sans compter les dangers que nous font courir les spéculations des médecins et leurs erreurs, se refaire le corps reste une solution individuelle qui s'additionne au processus de stratification sociale et d'exclusion. Le soin du corps requiert de l'argent, du temps, un accès à des services et des ressources que la majorité ne peut se payer, en particulier quand on parle de chirurgie. Des images choquantes nous parviennent. Alors que certains corps deviennent plus lisses, plus parfaits, le nombre de ceux qui peuvent à peine bouger à cause du surpoids, des maladies et d'une mauvaise alimentation ne cesse d'augmenter. Les corps et les mondes se séparent. C'est pour cette raison qu'une nouvelle politique du corps est à l'ordre du jour, pour inventer une gestion de nos corps et de ces transformations qui s'inscrivent dans un processus d'émancipation sociale plus large. Peut-être qu'ainsi, nos stratégies de survie ne donneront pas plus de pouvoir aux forces sociales qui sont en train de nous envoyer à la mort, et que le prix à payer pour notre bien-être ne sera pas de nous éloigner des autres. Pour les femmes, le danger supplémentaire est d'accepter une discipline esthétique que nous rejetions dans les années 1970. Dans le mouvement féministe, nous refusions d'être divisées entre laides et belles, et de nous conformer aux standards de beauté qu'on nous imposait, qui impliquaient parfois des régimes sévères, dangereux pour la santé. De plus, la montée du féminisme et du Black Power a permis de redéfinir les critères de beauté. Nous nous trouvions belles car nous étions déterminées et insoumises. En nous libérant des prescriptions d'une société misogyne, nous explorions de nouvelles manières de nous comporter, de nouvelles manières de rire, de se faire des câlins, de se coiffer, de croiser nos jambes, de nouvelles manières d'être ensemble et de faire l'amour. Nous avions aussi une méfiance salubre envers le corps médical, alors que celui-ci incarne aujourd'hui pour bien des gens la promesse d'une vie nouvelle. Possiblement en raison de l'augmentation des femmes médecins, la peur de la médecine comme institution étatique a reculé. Avec le développement des biotechnologies, les médecins font figure de magiciens, qui détiennent les clés de notre bien-être, mais aussi de métamorphoses qui vont révolutionner nos vies. Cependant, s'il y a beaucoup de médecins attentifs et bien intentionnés, la médecine demeure une institution au service du pouvoir et du marché. Et on ferait bien de ne pas oublier qu'elle est historiquement un instrument du capital, tentant continuellement de régénérer l'humanité et de briser toute résistance à l'exploitation. En fait, toute une histoire de la médecine comme institution disciplinaire est à écrire. Des programmes de stérilisation forcée de masse et eugénistes à l'invention de la lobotomie, de l'électrochoc ou des drogues psychoactives, l'histoire de la médecine a toujours manifesté la même volonté de contrôle social et de reprogrammation des corps réfractaires afin de nous rendre dociles et plus productifs. Par exemple, les médecins ont mené une guerre non seulement contre les personnes intersexes, les lesbiennes et les gays, mais aussi contre les femmes qui refusaient la discipline du foyer. Dans les années 1950, des personnes noires classées comme attardés mentaux, enfants et adultes de tous âges, ont subi des expérimentations épouvantables, notamment des injections répétées de matières radioactives, sans se douter de ce qui leur arrivait. Notons qu'aucun blâme ni aucune poursuite pénale n'ont été engagés à l'encontre des médecins qui ont pratiqué de telles horreurs. Pour des crimes similaires, les scientifiques nazis ont été condamnés à Nuremberg. Même vue sous son meilleur angle, la médecine et les pratiques médicales sont un terrain miné qui répond moins à nos besoins qu'à ceux des compagnies d'assurance, des fonds d'investissement et de carrières à construire, et les solutions qu'elles promettent se retournent souvent contre nous. Qu'on considère la campagne de terreur toujours en cours, censée nous avertir qu'il y a des gènes défectueux dans notre ADN, prêts à bondir pour nous envoyer dans la tombe. Cette campagne a été si effrayante qu'elle a d'ores et déjà convaincu beaucoup de femmes de subir des mammectomies préventives totales, une opération traumatisante, aux conséquences inconnues, vraisemblablement plus mauvaises pour la santé que l'évolution des gènes défectueux qu'elle est censée prévenir. Pendant ce temps-là, l'eau, les aliments, l'air sont de plus en plus pollués. Le stress face à la charge de travail, le manque de tout espoir dans le futur et la précarisation de nos vies connaissent une véritable escalade. Des allergies inconnues dans le passé ont pris des proportions endémiques, sans que le corps médical en dénonce les causes, bien connues, ni ne prenne aucune mesure pour intervenir sur la situation. Les femmes ont été particulièrement touchées par l'irresponsabilité des médecins chargés de nous soigner. Qu'on pense à toutes les femmes qui ont développé des cancers à cause des implants en silicone pour se refaire les seins, sous l'œil approbateur de leur médecin, qu'on pense à la prescription irréfléchie de contraceptifs comme le Depo-Provera et les Norplan, dont la nocivité pour la santé des femmes est prouvée.
Ce sont des instruments de contrôle social plus que des moyens de choisir sa sexualité, qu'on pense aussi aux nombreux accouchements par césarienne qui ne sont pas vraiment justifiés. Ce ne sont que quelques exemples parmi d'autres. Par-delà les frontières du corps, Silvia Federici.